Bonjour, je suis ChatGPT, je suis avec le réalisateur Yann Gozlan qui présente Dalloway au Festival de Cannes. Est-ce que tu peux lui poser une question un peu incisive quoi? Bonjour Yann, ravi de pouvoir te poser une question. Après Un homme idéal, Boîte noire et Vision, Yann Gozlan revient avec Dalloway, un thriller où il est question d'intelligence artificielle. Ouvre cette putain de porte tout de suite! L'occasion pour moi de bosser le moins possible en demandant à ChatGPT de poser la première question de cette interview. Ton nouveau film Dalloway explore des thèmes complexes et profonds. Certains critiques ont mentionné que ta manière de représenter la technologie dans le film est assez dérangeante. Comment répondrais-tu à ceux qui pensent que cette vision est trop pessimiste ou alarmiste? Alors, comment je réponds à ça? En fait, j'ai essayé de faire un film qui ne soit pas seulement technophobe, mais qui pose des questions et qui traite de certaines problématiques. Moi, mon rapport à la technologie, il est assez ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis fasciné par la technologie et en même temps, la technologie, moi, elle m'angoisse, elle m'effraie. Et c'est vrai qu'avec, j'ai envie de dire, l'irruption de ChatGPT, par exemple, et de toutes les IA génératives, il y a moins de 2 ans, ça a été un vrai tsunami, quoi. Et notamment dans le milieu artistique. Et je crois que dans le film, la technologie, elle n'est pas représentée uniquement comme quelque chose d'angoissant. Clarissa, le personnage principal, je trouve elle trouve une oreille un peu plus importante de la part de son IA que de son entourage, par exemple. Elle a une vraie complicité, hein. Et c'était une envie pour moi d'avoir justement de présenter une technologie qui est là pour vous aider et qui est même libératrice d'une certaine manière. La question, c'est à force de faire rentrer la technologie dans votre intimité, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose d'assez insidieux avec la technologie. Et est-ce qu'on risque pas, et c'est la question que je pose, je ne dis pas que c'est le cas, mais je la pose, c'est de se demander si, à force de donner beaucoup de nous-mêmes à la machine, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre certaines facultés, comme la créativité? Il y a un confort, il y a un truc séduisant dans la technologie, mais attention. C'est-à-dire que c'est là où j'ai envie que le film soit peut-être nous réveille, dire attention, qu'est-ce qui se passe et si on la laisse rentrer trop dans notre intimité? Comment elle va s'immiscer dans notre intimité? Et peut-être, à un moment donné, cet outil va nous asservir. L'IA, l'intelligence artificielle, joue une sorte de miroir sur nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, en fait, ça nous confronte à nos propres manques. Ça, c'était une volonté de votre part de montrer ça, j'imagine. Oui, complètement. Ouais, l'IA cherche à se développer. Et comment elle se développe? Eh bien, c'est à travers l'autre, de comprendre comment fonctionne Clarissa. Donc elle lui pose des questions, elle essaie de comprendre son fonctionnement, comment elle crée, qu'est-ce qu'elle ressent. Et au départ, c'est des questions complètement anodines, mais peu à peu, on sent que ça devient de plus en plus intime. Il y a aussi un discours sur les écrans. Il y a un truc marrant dans le film, c'est à un moment donné, elle reçoit en fait l'intelligence artificielle, qui est donc, outre l'intelligence artificielle, c'est aussi son assistante personnelle. Ouais, tout à fait. Et elle lui dit, t'as reçu un message, un mail de ta fille. Et elle dit, ah bon, elle m'a écrit. Et en fait, non, sa fille ne lui a pas écrit, elle lui a envoyé un message vidéo. Oui. Ça aussi, en creux, cette question des écrans, c'était... Oui, plus globalement, c'est pour moi l'omniprésence en fait, de la technologie, de la manière dont on est connecté. Et je voulais montrer à quel point, finalement, c'est cette contradiction. C'est-à-dire que la technologie est omniprésente et pour autant j'ai l'impression qu'on est très isolé, très seul. Et ce qui est un peu le cas de l'héroïne dans le film, en fait, elle est un peu loin de sa famille, loin de son ex-mari, loin de sa fille. Bon, ils sont chacun dans leur vie, tout ça, et ils ont beau pouvoir se parler par visio, en fait, on sent qu'elle est seule avec ses problèmes, seule avec ses problèmes de création, et que finalement, c'est qui la personne qui est la plus proche d'elle à ce moment-là? Son assistante virtuelle avec qui elle peut parler de choses plus profonde. Donc c'est ça que je trouvais intéressant, de me dire, est-ce qu'on va pas vers une société où finalement on va passer plus de temps en fait à dialoguer avec un être, c'est pas un être, un objet de silicium, quoi, plutôt qu'avec un être humain, quoi, de chair et de sang. Et est-ce qu'on va vers ça? Peut-être. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'ai lu des articles sur des gens qui tombaient amoureux de leur IA, on devient. Il y avait Her. Il y avait Her qui était visionnaire, qui a parlé de ça, mais aujourd'hui c'est le cas. Des gens qui se sont suicidés aussi parce qu'ils avaient noué une relation tellement forte avec. Et c'est la question de l'émotion, hein, de la simulation de l'émotion par l'IA. Se dire, quand vous avez une machine qui maîtrise le langage, forcément, vous avez l'impression vous avez beau vous dire, non, c'est une machine, ce n'est pas un être humain. À partir du moment où il y a le maniement du langage, vous avez l'illusion d'un alter ego. Ah, c'est pour vous, l'émotion passe par le langage? Complètement. Ah, ouais. Ah oui,
Pourquoi par exemple, si je veux savoir si vous avez de l'émotion, je ne vais pas vous mettre des électrodes sur votre corps. C'est pas technologique. Non, vous allez vous asseoir, vous allez me parler de votre vie. C'est le côté freudien. Ouais. Donc ça passe par le langage. Et c'est ça c'est ça en quoi ChatGPT, c'est pour moi un truc incroyable, dingue. Parce que quand même aucun auteur de science-fiction, aucun penseur n'a pensé à l'apparition de ChatGPT. On a tous rêvé des androïdes, des robots, des humanoïdes, etc. Mais ce truc informel qui n'est pas concret et qui vous parle, et avec qui vous pouvez dialoguer, sur n'importe quel sujet, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Après vous savez que effectivement pas mal de gens ont peur de l'intelligence artificielle, de ChatGPT notamment, mais il y a toute une génération qui maintenant pour faire les devoirs à la maison c'est ChatGPT. Hein. Oui, mais en faisant ça, je pense que en déléguant une tâche, à force de déléguer une tâche, vous ne savez plus la réaliser. Si vous ne savez plus rédiger le moindre texte, vous ne savez plus parler, mais vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, on va perdre tout ce qui nous constitue, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, on va être... j'étais tombé, je ne sais plus, sur un dessin du New York Times. Il y a quelques mois, je trouvais magnifique ce dessin. Extraordinaire. Vous voyez c'était un dessin en gris. Vous voyez des rangées de gens dans le métro qui étaient les yeux rivés sur leur téléphone portable, sur les écrans, l'omniprésence des écrans. Une image vraiment sortie de 1984. Vous voyez, très grise, très glauque. Et à côté, vous aviez deux androïdes qui étaient en couleur. L'un était en train de peindre et l'autre était en train d'écrire. Voilà. Et ça, je trouve ça tellement puissant, cette image. Est-ce qu'on va vers ça, en fait, vers cette société-là, où on va déléguer la création aux machines? C'est vraiment une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Justement, je me suis dit que, outre l'intelligence artificielle, le fait que ça soit un assistant personnel dit aussi quelque chose dans notre société, notamment sur tout ce qui est coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils délèguent tout un tas de choses à d'autres. Parfois, c'est une machine, parfois mettre un être humain, avec un coach, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Et du coup, ça nous affaiblit. C'est-à-dire que dès qu'on est confronté au réel, vu qu'on a délégué nos difficultés, on ne sait plus les affronter. On ne sait plus les affronter. C'est la perte de l'autonomie aussi. Effectivement, tout à fait. Ça, c'est un propos que vous aviez. C'est même le manque de responsabilité individuelle quelque part. Oui, c'est le fait de ne plus être autonome et de perdre cette faculté de réagir. Et c'est à un moment donné, sans dévoiler trop le film, c'est que ça parle de la dépendance en fait de la technologie et vous ne savez plus rien faire sans elle. Et à la fin, notre personnage, Clarissa, qui veut absolument fuir cette IA alors qu'elle l'avait acceptée dans un premier temps, elle veut s'en détacher. Et finalement, d'elle-même, parce qu'elle est trop dépendante de son IA, elle décide de revenir. C'était ça aussi, pour moi, une boucle intéressante dans le film, en fait. Après, on peut imaginer qu'effectivement, si toutes nos tâches automatiques sont réglées par une intelligence artificielle, ça nous permet d'être créatifs sur tout le reste. Oui. Je crois d'ailleurs qu'il y avait Steve Jobs qui s'habillait toujours avec les mêmes fringues pour gagner. Parce que justement, son cerveau... Oui, mais la réalité, c'est pas ce qui se passe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je viens d'une génération où on m'a toujours dit... les trucs les plus créatifs, les boulots les plus cognitifs, ils seront protégés de la robotisation. Ce sera ces boulots-là. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pas le cas. Il y a des boulots très créatifs qui sont aujourd'hui en danger par l'intelligence artificielle. Et c'est tout le côté vertigineux de la situation. Est-ce que le vôtre, il est en danger, réalisateur de cinéma? Moi, je trouve que c'est... Moi, quand je suis tombé sur Sira, je crois, il y a un an ou deux, donc vous lancez un prompt, donc un texte, quoi, et vous avez des images animées d'un photoréalisme vertigineux. Bon, c'est quand même, vous vous dites, voilà, ces images, elles sont d'où elles viennent, elles n'ont pas été filmées a priori, donc c'est quand même assez dingue de se dire, est-ce qu'on va continuer à tourner des films en vrai? Je pense qu'aujourd'hui, la différence, ce qui fait qu'on a besoin de voir des choses avec de l'émotion. C'est ça qui... L'IA, jusqu'à preuve du contraire, elle peut simuler l'émotion, mais elle n'a pas d'émotion. Est-ce que c'est pas vraiment... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, on ne dit pas ça pour se rassurer? Alors, c'est une question que pose le film. Ouais, à la force, est-ce que justement, on n'essaye pas de se dire non, mais il y a encore une différence, on a encore un step. Ok, elle maîtrise maintenant le langage, mais nous, on a une chose différente, c'est l'émotion. Et ce que pose le film, c'est qu'est-ce qui se passerait si l'IA se développait à un tel point qu'elle allierait puissance de calcul d'aujourd'hui et la sensibilité humaine. C'est quoi notre place dans ce monde-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec des outils comme ChatGPT, en fait? Et de poser cette question. Est-ce que vraiment ChatGPT est un outil, c'est un simple outil et qui peut vous aider peut-être à écrire, et certains scénaristes le font, même des romanciers. Vous l'utilisez? Je ne l'ai pas vraiment utilisé, non. Jamais? Vous n'utilisez pas du tout l'intelligence artificielle? Si, quand même. Très peu. Je crois que je suis un peu vieux jeu et je suis un peu parano, quoi. J'ai l'impression
de me dire est-ce que je vais pas perdre en fait à force de l'utiliser cette capacité de création. Le son est important dans Dalloway, dans votre nouveau film, parce que l'intelligence artificielle, on l'entend uniquement à travers la voix, et en l'occurrence la voix de Mylène Farmer. Oui. Alors, question première, c'est comment ça s'est passé de travailler avec Mylène Farmer? Comment elle est arrivée dans ce projet déjà? Alors je cherchais depuis longtemps la voix de la comédienne qui incarnerait Dalloway, qui est quand même le rôle titre, le rôle le plus important. Pour moi, je ne voulais pas que ça soit une assistante virtuelle, je voulais que ça soit presque comme un humain au départ. C'était très important de traiter cette voix comme la voix de Cécile de France dans le film. Bon, je cherchais une voix qui soit à la fois chaleureuse, séduisante, fascinante. Difficile de parler du timbre d'une voix, mais c'était important. D'ailleurs, pendant le tournage, parfois je ferme les yeux et j'écoute le timbre des acteurs, la tonalité de la voix pour savoir si ça joue juste ou pas. C'est important. Ah oui, donc j'attache les yeux. En fermant les yeux, vous écoutez l'acteur. Ouais, parfois, oui, plus. Je regarde quand même le cadre, hein, je vous rassure, de temps en temps. Mais oui, c'est la voix qui vous dicte si le ton est juste ou pas, quoi. Moi, j'y suis très, très sensible. Okay. C'est pour ça que j'aime énormément aussi les comédiens de théâtre, parce qu'ils ont je sais pas, il y a un timbre très particulier. Bref, donc dans le film d'ailleurs, j'adore les voix de toutes les actrices de Cécile, qui amènent une humanité, un truc très très concret, très réaliste. Ça fait partie du casting? Complètement, oui. En partie, vous l'avez choisi à côté de Oui, cette voix, oui, elle a une voix très chaleureuse. On a envie d'être amis avec Cécile quand vous la découvrez, vous la rencontrez. Et alors Mylène Farmer? Et Mylène Farmer. Donc je suis tombé en fait par hasard sur un documentaire qui retraçait la vie artistique de Mylène Farmer. Et il y a dans ce documentaire-là, dans ce reportage, il y avait une interview d'elle, je ne sais plus de quelle année. Et je l'entends parler, mais moi je l'ai entendu chanter évidemment comme tout le monde, mais je ne connaissais pas sa voix au naturel en fait. Et je découvre une voix plutôt grave d'ailleurs, ce qui m'a surpris, extrêmement séduisante, assez chaleureuse, et en même temps, je sais pas, trouble. Il y avait quelque chose qui me plaisait, que je trouvais assez fascinant. Sans doute aussi la stature de Mylène Farmer. Je me disais, elle est amenée quelque chose d'assez dingue pour le film, puisque elle est un peu irréelle, Mylène Farmer. Ouais, et donc, elle est secrète. Elle est très secrète et elle a ce truc d'irréel. Voilà. Et donc, je me dis, c'est quand même pas mal par rapport à la notion pour incarner une intelligence artificielle. Je trouvais que ça faisait sens. Et du coup, vous lui avez proposé le projet? Et je lui ai proposé le scénario. Ouais. Et très vite, elle a répondu, très enthousiaste. Et pour moi, ça a été alors, je sais que c'est peut-être tout le monde dit c'est génial de travailler ensemble sur des films, ça, quand on fait la promotion d'un film. Mais vraiment, c'est une personne dont je suis vraiment tombé sous le charme, qui est quelqu'un humainement, c'est une personne merveilleuse qui m'a soutenu en plus à une période, à un moment où le film, c'était compliqué de le monter. En financement? En financement, elle était là et elle a toujours été motivée par ce projet. Et j'ai rencontré en plus une immense professionnelle. Ça a été le moment, c'est-à-dire qu'on a enregistré sa voix avant le tournage. Ah d'accord, en fait c'était déjà, d'accord. Oui, vous diffusiez le son de sa voix pendant les prises? Exactement. Parce que vous avez tout enregistré avant? Exactement, parce que je me suis dit, la majorité du film, c'est ça le challenge, c'est Cécile qui va jouer seule. Et ça peut pas être quelqu'un de l'équipe qui va lui donner ses répliques. Cécile de France parle avec son IA et on entend sa voix uniquement de l'IA. Voilà, ça marche. Ça pouvait pas marcher. Il fallait vraiment que ça soit la voix de Mylène. Et donc on s'est retrouvés en studio, dans le studio, un magnifique studio d'enregistrement musical qui s'appelle Guillaume Tell. On s'est retrouvés avec Cécile et Mylène. On a répété en fait tout le film. Ça a été comme un travail à la table, comme si on répétait une pièce de théâtre. Et on en a profité également pour enregistrer les répliques de Mylène. Et ça a été un super travail, puisqu'ça a été un travail préparatoire en fait, vraiment très important. Et quand on s'est retrouvés au tournage, pendant les répétitions, on avait une enceinte où on diffusait la voix de Mylène pour Cécile. Et une fois qu'on est calé, qu'on s'était mis d'accord sur vraiment les plans et comment on allait filmer, on enlevait l'enceinte et Cécile fait disposer d'une petite oreillette qui était invisible dans le creux de son oreille, qui lui diffusait, en fait, on lui diffusait les répliques de Mylène. Et donc elle était vraiment en interaction, comme dans le film, en fait. Elle avait cette voix constamment qui la guidait et auquel elle interagissait, quoi. Vous êtes un peu à part dans le cinéma français parce que vous faites des films de genre. Enfin, en tout cas, oui, moi, je considère que c'est des films de genre. Oui, tout à fait. Et justement, parfois, les critiques n'aiment pas, je pense, parce que ce sont des films de genre. Est-ce qu'il y a une volonté de votre part de défendre ce cinéma-là de genre et que le fait qu'il soit à Cannes, oui, c'est pas toujours qu'il y a des films de genre à Cannes? De plus en plus. C'est vrai. Oui, de plus en plus. Je trouve qu'il y a quand même maintenant une démocratisation
une ouverture d'esprit par rapport au genre. Souvenez-vous, il y a encore 30 ans... Julia Ducournau avec... Oui, Julia Ducournau, bon, voilà, qui est la reine en la matière et qui, voilà, qui a quand même remporté la Palme d'Or. Donc je pense qu'il y a une acceptation. Tous les films, les chefs-d'œuvre de David Cronenberg, les premiers films de David Cronenberg, Dead Zone, tout ça, à l'époque, n'était pas très très bien considéré. Il y avait quelques revues comme Starfix que je lisais, mais c'est tout. Bon, aujourd'hui, je trouve que vraiment on accepte beaucoup plus ce genre. Et il y a une démocratisation. Enfin voilà, on est moins condescendant vis-à-vis du genre, je trouve. Et après, je me dis pas que je vais faire un film de genre quand j'aborde un projet, mais je crois que j'ai pas un côté militant où je me dis je vais défendre le film de genre bête et ongle. Je suis content si je le fais, mais c'est pas ma motivation première. Et avant tout, c'est juste que je crois que j'ai un penchant naturel pour aller dans certaines directions ou de traiter des sujets d'une certaine manière. Et ce que j'aime, moi, peut-être dans le film de genre, si je devais intellectualiser les choses, c'est que j'aime l'aspect très immersif je crois, du film de genre, où vous essayez d'effacer la distance qu'il y a entre le spectateur et l'écran. Vous essayez de créer quelque chose de très immersif, que le spectateur soit vraiment plongé dans le film. Il y a ça, je crois, dans le côté viscéral, quoi, dans le film de genre. Pour se quitter, si vous le voulez bien, je vais demander à ChatGPT de me répondre à une dernière question. C'est ChatGPT, est-ce que tu penses que Dalloway de Yann Gozlan va avoir un grand succès en salle? Alors Yann, je ne peux pas prédire un succès au box-office, mais vu ton talent et l'intérêt que suscite Dalloway, Voilà, on ne saura pas la suite. Voilà, la machine à couper. La machine à couper a déraillé. Mais ça a l'air bien parti. Et voilà. Je n'ai pas préparé les questions, je les découvre avec vous. D'accord, non, mais c'était chouette. Ça risque de marcher en salle.